Dans la vidéo d'avant-hier, je soulevais un point qui a d'abord été soulevé par Arnaud Montebourg, qui est le fait qu'en France aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de discussion, il n'y a pas vraiment de débat. En tout cas, il y a des débats, des discussions, mais ils sont tous sauf apaisés, ils sont tous sauf saines et tous sauf constructives, ce qui fait que il est très difficile de s'attendre à un résultat positif aujourd'hui dans le débat public français. Un de ces problèmes, c'est le fait que on ne parle pas d'idées, en fait. Auparavant, on parlait d'idées. Alors justement, Arnaud Montebourg avait dit que aujourd'hui, c'est pas qu'il n'y a pas de débat, c'est qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de dialogue. C'est pour ça qu'il avait soulevé l'idée complètement fantaisiste du fait d'avoir un gouvernement qui va du RN, du RN à la France insoumise, essayer de faire tenir tout ce beau monde. Voilà. Euh, Son idée fantaisiste, mais par contre, elle a le mérite de soulever un point qui est très important, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne discute plus d'idées. J'avais soulevé une hypothétique piste qui est le fait qu'aujourd'hui, dans la conjoncture et dans la structure du débat public, de la politique politicienne en France, bah, tout est fait pour que ce dialogue n'ait pas lieu. Tout est fait pour qu'il y ait le plus de tensions possible. Tout est fait pour que les questions ne soient pas réglées à l'amiable, de façon noble, de façon honnête et de façon constructive, que ce soit les animateurs radio, les gens comme vous et moi qui consommons des médias, qui vont cliquer sur les unes des articles, que ce soit donc les modèles économiques des médias, les réseaux sociaux, l'émergence de Twitter, qui a été X désormais, Twitter qui a été la chose, l'objet avec le plus d'impact de tous les temps par rapport au débat public, puisque c'est devenu une espèce d'agora moderne ultra violente. Imagine une agora où les gens ne parlent pas, où les gens ont des tronçonneuses et des machettes et qu'ils essaient de se trucider les uns les autres. C'est plus une image, voilà, c'est une espèce d'agora ultra dystopique dans un monde imaginé par Hobbes avant le Léviathan. Voilà, avant la mise en place du Léviathan. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme ça qu'il faut le voir. Aujourd'hui, en fait, on est dans ce monde-là, en tout cas, de façon métaphorique. Puisque bien évidemment, dans la réalité, la vraie violence politique existe assez peu, et en tout cas suffisamment marginale pour ne pas faire l'objet, pour ne pas être le centre de mon propos. Pardon. Donc, je vous parle de ça puisque le problème, quand on ignore les discussions d'idées, quand on fait fi des différences idéologiques, bah, ces différences reviennent au galop. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui pour le NFP. Alors, le NFP a eu... donc, la victoire a été partagée lors des dernières élections législatives. D'un côté, on avait le RN, qui a eu le plus gros bond en termes de députés et de voix, qui arrive en tête en termes de voix, et le NFP qui arrivait en tête en termes de sièges. Donc victoire partagée. Le NFP ont eu moins de voix, mais ils ont eu plus de sièges. Le RN, ils ont eu plus de voix, ils ont eu moins de sièges. Voilà. Avec des tentatives de désistement qui ont fait que le NFP a pu gratter autant de sièges, autant le NFP que la majorité présidentielle, parce que je vous rappelle encore une fois que Attal a été assez influent pour des désistements en faveur du NFP quand il en avait l'obligation, pour éviter que ce soit quelqu'un du RN qui passe. Parce que les deux, le NFP et le RN, et la majorité présidentielle, ils sont plutôt divisés là-dessus. Ils ne le montrent pas, mais la majorité présidentielle sont très divisés sur le RN, parce que dans les dernières élections législatives, ne favoriser aucun des deux, c'était une stratégie suicidaire pour la majorité présidentielle. Voilà. On est à la 4e minute, le mot en S, et je l'ai prononcé plus tard. Parce que ouais, sur YouTube, il y a certains mots, faut pas les prononcer dans les 30 premières secondes, sinon, un truc génial. Donc, les différences idéologiques reviennent aujourd'hui. Donc on a cet article, et on a aussi un article de Libération. Les deux portent exactement sur le même thème. Manuel Bompard s'oppose à Olivier Faure sur une primaire de la gauche. Alors, donc, on va lire d'abord cet article de Europe 1, ensuite l'article de Libé, puisqu'ils sont assez complémentaires l'un avec l'autre. Europe 1. Le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, a réaffirmé dimanche son opposition à une primaire pour la désignation d'un candidat unique de la gauche à la présidentielle, comme le suggère le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, opposé à une candidature de Jean-Luc Mélenchon au nom de la gauche rassemblée. On ouvre les guillemets, les primaires, ça crée des divisions, ça crée des clivages, et au lendemain de la primaire, vous avez les opposants au candidat qui a finalement été désigné, qui vont soutenir un autre candidat, a-t-il jugé, dans l'émission Questions politiques sur France Inter, en partenariat avec Le Monde et France Télévisions.
Mélenchon, la personne... Alors, dans un entretien samedi à Ouest France, Olivier Faure plaide pour un candidat commun de la gauche et des écologistes à la présidentielle de 2025 qui pourrait être choisi via une primaire, un conseil des sages, une convention citoyenne, un mélange de plusieurs procédés. Alors, une primaire, définition des termes. Une primaire, ça veut dire que ça va être les adhérents, les militants, qui vont voter pour un candidat. Et ça va être comme une espèce d'élection présidentielle très localisée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des débats, chacun va plaider pour sa cause, pour être celui qui va être représenté. C'est comme ça aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils font. Ensuite, un conseil de sages, là, ce serait comme, en gros, ce serait un mode collégial, une désignation collégiale, en gros, des gens, des responsables, on va les désigner d'une manière ou d'une autre, mais ils ne seront pas élus. Pourquoi pas les élire? Ce serait un peu comme le Sénat, ce serait une élection indirecte. Un conseil de sages, en tout cas, des anciens, ce que tu veux, qui vont se rassembler et soit par consensus, soit par vote, soit à l'unanimité, soit à la majorité, on ne sait pas, ils vont décider de désigner quelqu'un. Une convention citoyenne, là, ce serait les citoyens eux-mêmes qui auraient absolument tous les pouvoirs par rapport à la désignation, le mode de désignation, combien de tours, combien de voix, majorité relative absolue, ou un mélange de plusieurs procédés. Donc voilà, c'est fort, c'est pas étonnant qu'Olivier Faure dise ça. D'ailleurs, la présidentielle, mais c'est la deuxième vidéo que je fais aujourd'hui, et la deuxième fois que je tombe sur une faute d'orthographe. C'est la présidentielle, pas la présidentielle. Donc, et il ajoute que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être le candidat de toute la gauche. Alors, pour le coup, Olivier Faure, il a tout à fait raison. Enfin, c'est pas qu'il a raison selon moi, c'est que c'est complètement cohérent. Ils parlent de ça, qui disent qu'il faut élire quelqu'un, parce que clairement, ils sont dominés, le PS. Dominé, c'est-à-dire que le parti dominant, c'est la France Insoumise. En tout cas, autant en termes d'idées, même si les idées ne sont pas discutées, autant en termes d'idées que de nombre et en influence. Parce que le Parti Socialiste, ils ont qui? La France Insoumise, les personnalités marquantes, ils ont que ça. Il suffit, c'est en gros, c'est les députés qui étaient auparavant dans l'opposition, enfin, qui étaient dans l'opposition de 2017 à 2022, bah aujourd'hui, ces députés-là sont les plus marquants, on va dire. C'est des personnalités, mis à part Ruffin et les autres qui se sont barrés. Donc c'est normal qu'il dise ça, parce que Olivier Faure, il a tout intérêt à favoriser avec ce genre de discours, en fait, c'est faut lire entre les lignes, mais c'est pas une lecture entre les lignes, c'est ça crève les yeux. C'est que il ne veut pas que ce soit Mélenchon, parce que Mélenchon est trop radical. Il ne veut pas que ce soit quelqu'un de LFI, il veut que ce soit quelqu'un de plus modéré, parce que ça va plus mettre en avant ses idées. Parce que oui, c'est bien de parler de consensus, c'est bien de parler qu'il faut un candidat de toute la gauche. En fait, c'est simple, c'est que chacun veut que ce soit ses idées qui soient mises au premier plan. On poursuit. Une primaire, on ouvre les guillemets, une primaire dans laquelle on dit qu'il y a ceux qui ont le droit de participer, ceux qui n'ont pas le droit de participer, tout ça n'est pas sérieux, ajoute Emmanuel Bompard. Pour lui, Mélenchon reste la personne la mieux placée s'il devait y avoir une élection présidentielle demain. Alors, je pense qu'il a été recadré par ses équipes de com, parce que c'est pas possible de dire ça. C'est pas possible de dire on va acheter un chien, et la phrase d'après tu dis on va acheter un chat. C'est pas possible. En gros, il parle du fait que la primaire, qu'en gros, dans une primaire, on est obligé d'exclure. On est obligé de définir des gens qui vont voter, des gens qui n'auront pas le droit de voter. Les militants, généralement, les adhérents, c'est la manière la plus sûre, parce que ça évite qu'il y ait des gars d'un autre parti qui infiltrent pour voter à la primaire et gâcher les résultats. Ça évite d'avoir une Pécresse, par exemple, ou une Anne Hidalgo. Tout ça n'est pas sérieux. Sauf que tu peux pas dire ça. Tu peux pas plaider l'équité et l'égalité dans le vote, et juste après dire c'est Méluche et personne d'autre. Alors c'est pas exactement ce qu'il dit, je caricature un peu, mais l'esprit est là. La personne la mieux placée, c'est Mélenchon. Voilà. Le coordinateur de LFI, donc on poursuit la lecture, le coordinateur de la France Insoumise a également marqué sa différence avec son allié du NFP en soulignant que Lucie Castet restait la candidate du NFP pour aller à Matignon en cas de chute du gouvernement Barnier, alors qu'Olivier Faure s'est montré dernièrement plus évasif sur ce point. C'est vrai parce que Madame Castet, elle est beaucoup plus LFI que PS. En termes de radicalité, c'est ça le problème, c'est que ils ont dû négocier, mais ils ont dû négocier à la va-vite, ils ont fait tellement de concessions. En fait, c'était pas des concessions, c'était une espèce d'accord de non-agression. Le NFP, en grosse partie, c'est ça. Imaginez que le RN s'allie avec les Républicains,
Et là, les différences sont encore plus saillantes qu'entre LFI et le PS, mais mettons, pour avoir un exemple concret, mettons que ce soit le RN qui s'allie avec LR, bah, forcément, il y a au moins 20-25% des idées dont on va même pas parler, parce qu'on sait que ça va énormément diviser, et ça va rompre le consensus. D'ailleurs, le NFP, on sait toujours pas qui dirige le NFP. Ils ont, d'après ce que j'ai compris, un fonctionnement plus ou moins collégial. Mais le groupe parlementaire, il s'appelle NFP-La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Ce qui dit déjà beaucoup. Donc, Olivier Faure s'est montré plus évasif parce que Madame Castet est beaucoup plus radicale. Et en fait, c'est ça le problème avec le fait qu'ils aient pas discuté, ou alors je sais pas qu'ils se soient mis d'accord pour mettre ces idées de côté. On a une culture politique en France qui est tellement... Jusqu'à aujourd'hui, c'était une politique, et certes, le NFP prouve que j'ai tort là-dessus, peut-être, mais on a une culture française, puisque le NFP c'était l'exception qui confirme la règle. La culture française, la culture parlementaire française n'est pas une culture de la coalition et de l'entente. C'est une culture de ça. C'est une culture pas d'opposition, mais je critique pas, c'est pas une critique négative. C'est juste que le fait présidentiel, le fait majoritaire, les majorités successives, le fait que le président ait énormément de pouvoir et qu'au final les députés ils ne servent pas à grand chose, c'est-à-dire on a les députés qui vont être les yes men du président de la République et les autres députés qui vont, tout ce qu'ils vont récolter c'est des vidéos à mettre sur TikTok, voilà, pour leur équipe de com. Bah, toute cette culture-là a fait que la culture de la coalition en France n'existe plus, qu'on est obligé de faire des espèces d'ententes cordiales, parce que si la France était un régime qui était habitué à faire des coalitions, qui était habitué à se baser sur des systèmes de coalition, en gros on va mettre nos différences de côté pour s'allier, bah, il n'y aurait pas des sorties comme ça en fait. Parce que là, on est dans une phase, maintenant qu'il y a eu le moment Barnier et en train de solidement s'implanter, c'est-à-dire qu'il y a le gouvernement Barnier qui est là, et donc jusqu'en 2027, on ne pourra pas faire grand-chose, à moins qu'il y ait, comme Marine Le Pen l'a prévu, une prochaine dissolution, donc l'année prochaine. Je pense pas. Et ça serait complètement en détriment du RN s'il y a une nouvelle dissolution. Mais jusqu'en 2027, visiblement, bah, les députés, en théorie, ne pourront pas faire grand-chose, à moins qu'ils choisissent de décaler encore une fois les élections, et puisque qu'il y a eu des élections en 2024, et bien logiquement, ce serait en 2029 qu'il y aurait encore des élections législatives. Mais en tout cas, les partis de gauche, sont en train de reprendre leur place de parti d'opposition, et sont en train de reprendre leurs chapelles respectives. Voilà. Et alors, c'est pas mon avis, je suis pas en train de me ranger à gauche. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que vous connaissez un peu plus la vérité avec laquelle je m'arrange. J'ai envie de dire que c'est dommage. J'ai envie de dire que c'est dommage parce que je ne m'attendais pas à voir une alliance de gauche de cette envergure de mon vivant en France. Je vous le dis, je ne m'y attendais pas. Pardon. On a quand même le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui s'allie avec François Hollande. Ça aurait été inimaginable. Et faut comment dire, l'éléphant dans la pièce, à défaut de, enfin on va dire le non-dit, c'est que c'est aussi un petit peu des guerres d'ego. C'est un peu une république parlementaire, c'est toujours comme ça. Le parlementarisme, c'est pas pour faire du hop à la con, mais le parlementarisme, c'est un régime où il faut que tu écrases, il faut que tu sois un psychopathe pour réussir en politique, et c'est ma conviction, pour le coup. Tu ne peux pas réussir en politique, c'est-à-dire devenir président de la République ou alors occuper un poste à Matignon, si tu n'as pas un pourcentage non négligeable de psychopathie dans la tête. Psychopathie, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir de considération pour autrui, parce que qu'importe si le candidat, tu sais qu'il y a un candidat qui est meilleur que toi, non, tu ne vas pas le soutenir. Si tu as la possibilité si tu as la possibilité de brider un poste, même si tu sais, même si au fond de toi, tu admets que le candidat qui est à l'opposé de toi est mieux placé, mieux qualifié, qu'il a une meilleure volonté, ah bah non, c'est quand même Bibi qui va y aller, et c'est quand même Bibi qui va gagner. Donc l'intérêt des Français, c'est pour ça que je déteste cette expression, l'intérêt des Français, ça fait absolument rien dire, parce que les politiciens, ils ont tout en tête, sauf l'intérêt des Français, ils ont leur intérêt principal.
On passe à cet article de Libé. Manuel Bompard s'oppose à Olivier Faure sur une primaire de la gauche. Le socialiste et l'insoumis s'écharpent sur la question d'une éventuelle primaire pour rassembler la gauche autour d'un candidat unique pour la prochaine présidentielle. Alors, l'iconographie, il faudrait qu'il y ait une étude sur l'iconographie, désolé si je caricature un peu, des journaux respectifs. L'iconographie respective de chaque journal, pardon, c'est le matin. Encore du rififi entre le PS et la France Insoumise. Le coordinateur LFI, Manuel Bompard, a réaffirmé ce dimanche 29 septembre son opposition à une primaire pour la désignation d'un candidat unique de la gauche à la présidentielle, comme le suggère le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, opposé à une candidature de Jean-Luc Mélenchon au nom de la gauche rassemblée. Les primaires, on ouvre les guillemets, les primaires ça crée des divisions, ça crée des clivages, et au lendemain de la primaire, vous avez les opposants des candidats, au candidat qui a finalement été désigné, qui vont soutenir un autre candidat, a jugé Manuel Bompard dans l'émission Questions politiques sur France Inter. Dans un entretien samedi à Ouest France, Olivier Faure lui a plaidé pour un candidat commun de la gauche et des écologistes à la présidentielle 2027 qui pourrait être choisi via une primaire, un conseil des sages, etc. On a déjà vu ça. Il ajoute que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être le candidat de toute la gauche. Une primaire dans laquelle on dit qu'il y a ceux qui ont le droit de participer et ceux qui n'ont pas le droit, tout ça n'est pas sérieux, à arguer de son... arguer, c'est certes techniquement en français, grammaticalement ça passe, mais connaissant l'idée, c'est un anglicisme en fait. On pourrait, c'est un semi-anglicisme, et c'est moche, c'est moche. Il a avancé, on peut dire qu'il a avancé. C'est pas normal qu'un débile indépendant comme moi fasse des leçons de français à Libé, un journal national. Pour le lieutenant du triple candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon reste la personne la mieux placée s'il devait y avoir une élection présidentielle demain. Le coordinateur de LFI a également marqué sa différence avec son allié du NFP. Donc, il a dit que Casté restait la candidate du NFP en cas de chute du gouvernement, alors que M. Faure s'est montré dernièrement plus évasif sur ce point. C'est exactement le même article, à certaines différences près, c'est que les citations sont très légèrement différentes. Donc, par Libération et Agence France Presse. Donc, comment est-ce qu'on désignerait un candidat à gauche? Parce que Manuel Bompard, il est bien gentil, sauf que le fait de dire c'est Méluche et personne d'autre, ça s'appelle pas du consensus. Ça s'appelle du fascisme. En fait, désolé si j'utilise un langage, si j'utilise un logos de gauche. Mais tu peux pas dire d'un côté il faut que les gens puissent voter à égalité et ensuite dire ça va être Méluche et personne d'autre. Et en fait, les filles depuis le début, ils sont en train de confirmer la raison pour laquelle t'avais plein de gens qui étaient plutôt de centre-gauche, qui auraient pu s'insérer dans le NFP, parce que je vous rappelle qu'on a eu fucking François Hollande, qu'on a eu le PS. Il y a des gens qui disaient non, pas Méluche, pas Mélenchon, parce qu'il était accusé d'être trop autoritaire. Et il y a des transfuges de LFI qui ont dit exactement la même chose. Kuzmanovic, qui est de gauche souverainiste, il a pas arrêté de dire ça, une des raisons pour lesquelles il s'est barré de la France Insoumise. Déjà, il y a tout l'aspect Terra Nova, il y a tout le côté identitaire versus économique, c'est-à-dire le débat de est-ce qu'on va protéger les minorités ou on va protéger les prolos. C'est la grosse différence à gauche aujourd'hui qui a tendance à s'estomper parce que le courant dominant, c'est le courant Terra Nova. Donc, il y a plein de choses qui visiblement ont été faites avec les pieds au niveau du NFP, et encore une fois, je vous le dis, c'est dommage. Je m'attendais pas à avoir une alliance comme ça, pourtant on a eu une alliance de gauche, et on a tendance à l'oublier, hein. Mais les écologistes sont toujours un parti, un groupe parlementaire à part. T'as aussi divers gauches, Parti socialiste et tout. Le NFP n'est pas du tout uni à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est une coalition, sauf qu'aujourd'hui on a les écolos, on a un groupe divers gauche, on a des gars qui sont de la très 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 gauche, mais on n'a pas de et on a LFI, on a NFP et LFI, qui est un groupe parlementaire qui s'appelle NFP et LFI. Je serais très curieux, parce que malheureusement c'est un peu une boîte noire, comment les négociations se passent, je serais très curieux de savoir ce qui a donné lieu à ces divisions-là. Donc, morale de l'histoire, est-ce que le NFP va tenir sur la durée ? Visiblement non. Et ça nous rappelle qu'il n'y a pas vraiment de culture de coalition en France, qu'il y a des choses qui doivent être plus négociées.
y compris la question du candidat qui a été la question qui a failli diviser, parce que la seule raison pour laquelle le NFP est toujours en vie, et ils le disent eux-mêmes, c'était même leur argument principal, c'était le succès du RN lors des élections européennes. Et succès très relatif du RN aux élections législatives. Voilà. Je vais passer ce que j'ai dit sur le fait que les gars de LFI se tirent une balle dans le pied en clamant que l'élection est volée à la place de prôner un changement de régime comme ce que Méluche faisait en 2016-2017. Et que, chose que Arnaud Montebourg soutient en ce moment, d'ailleurs il était un des premiers à soutenir, à demander une convention citoyenne pour un changement de république. Donc je vais passer là-dessus, j'ai déjà dit suffisamment de choses là-dessus, mais je soulève ce point parce que le fait de dire on va pas changer, enfin le fait de mettre une croix sur l'idée de mettre en avant un changement de régime et même de critiquer l'Union européenne, bah, ça fait partie des conditions qui ont permis d'allier suffisamment de politicards pour former le NFP. Voilà. Donc c'est un peu, ça montre que bah, la politique, malheureusement, c'est surtout une question d'opportunité. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Allez me voir sur TikTok, je sors une vidéo normalement aujourd'hui à 18h. On se dit à la prochaine, à demain pour la prochaine vidéo sur YouTube. Salut.